Salut tout le monde! Le podcast de ce soir est une présentation du groupe PMLC. Si tu te cherches un emploi présentement, c'est le site qu'il faut aller visiter, www.groupepmlc.com. Ils vont t'aider à te trouver un emploi. Ils ont des emplois présentement de journaliers, de préparateurs de commandes, d'ouvriers de maintenance à des bons salaires sur la rive sud de Montréal, sur la rive nord à Montréal. Visite leur site web, groupepmlc.com. Tu peux aussi les appeler directement au 514-643-0081. Ils vont t'aider à te trouver une job avec des bons salaires en plus. Donc, merci au groupe PMLC et merci à Gourou pour les breuvages. Bon podcast. Salut tout le monde, bienvenue au Man Cave Podcast. Très heureux d'être là avec mes invités aujourd'hui dans un tout nouveau décor. On est content, c'est beau. Ça sent Radio-Can un peu, trouves-tu? Ça sent Radio-Can, ça sent la nostalgie. Ça sent la nostalgie. Ça sent la nostalgie. Il faut expliquer qu'avant, on était dans un autre local qui nous est arrivé des imprévus. Puis on a été obligé de se revirer sur une scène puis de trouver un nouveau local. On est vraiment content de tourner ça au Jack Rouge sur Saint-Laurent. Merci à Chris de nous avoir accueillis ici, de nous avoir fait un spot. Honnêtement, les bars sont fermés, puis juste le fait de se retrouver dans une pièce fermée, mais c'est un bar, tu sens quand même les arômes des restants de flux. C'est ça, c'est écœurant, j'adore ça. Max, comment ça va, toi, cette semaine? La sauce? Ah, ça va bien, tu le sais, c'est toujours l'excitation. Ben là, on a eu notre petit événement du week-end, puis on s'est reviré de ça comme des champions. C'est fou, hein? L'énergie. Je vais le dire parce que les gens vont penser, on s'est fait cambrioler. On s'est fait voler des caméras, peut-être dans notre ancien studio. Et en dedans de 2 jours, clac, on s'est reviré, on a retrouvé des caméras. Et aujourd'hui, on est là et on enregistre un podcast. Moi, je suis plus que fier. Merci beaucoup d'avoir été là puis de toute ton aide. Et JP, la tranche à la console, merci beaucoup pour votre aide. On s'est reviré de bord puis on a quelque chose. Puis que moi, je suis vraiment content. On a quelque chose, man. On check le spot. Là. On va faire booker cool. par Radio-Can dans pas long. On va recevoir. Je suis non seulement content de ça, mais je suis content de mon premier invité ce soir parce que c'est un gars que j'adore. OK? Vous l'avez vu un peu partout. C'est un gars spécial. Je vais vous conter l'histoire que j'ai avec mon invité de ce soir parce que j'apprends toujours des choses sur lui. À tous les mois ou à tous les 2 mois, j'apprends une nouvelle affaire sur lui. Au début, je l'ai connu, j'ai rencontré dans un bar. On a eu du fun. Après ça, j'ai su qu'il était copropriétaire de ce bar-là. Je me suis dit, copropriétaire du bar, nice, c'est là. Okay. Après ça, j'ai appris qu'il était humoriste quelques mois plus tard. Après ça, j'ai appris qu'il était copropriétaire du Bordel Comedy Club. Là, j'ai dit, OK, c'est cool. Après ça, j'ai vu à la TV des shows, le prochain stand-up, Rose Battle. J'ai vu dans plein de podcasts. Je le vois partout. J'apprends que c'est un ancien champion de BMX. Je le vois partout, puis je me dis, OK, sérieusement, Charles Deschamps, c'est pas son vrai nom, c'est un nom de scène. Son vrai nom, c'est Charles Bronfman, puis c'est lui qui est copropriétaire des expos, qui travaille là-dessus. Charles Deschamps, comment ça va? Très bien, gars, être là, Ali. Ben oui, dis-moi donc, tu es un touche-à-tout. Ouais. Je t'ai vu pour la première fois au bar Le Jockey. Tu étais copropriétaire là-bas? Ouais. Dans le fond, j'ai parti le projet, puis j'ai embarqué une couple de chums de gars avec moi pour ouvrir ce bar-là à 24 ans, genre. C'était ma prochaine question. T'as encore une baby face, t'as encore l'air d'avoir 24 ans, je te confirme. Fait que t'as parti ce bar-là à 24 ans, mais ça fait combien de temps là-dessus? Là, ça va faire 9 ans qu'il existe, bientôt 10. T'as encore ouvert, là? Ouais, mais j'ai vendu mes parts là 3-4 ans. OK, parce que t'es devenu copropriétaire du Bordel Comedy Club. Ouais. Que les gens connaissent, là, qui se passe de présentation. Ça commence à être pas peu connu, là. Si tu connais l'humour au Québec actuel... C'est un beau petit spot, là. Ouais, un beau spot, mais un beau spot. C'est le Comedy Store du Québec. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de gros noms qui ont passé là, quand même. En fait, c'est quels gros noms qui sont pas passés? Ouais. Ben, je parle... OK, ma question, c'est, au Québec, on s'entend, sont pas mal tenus de ce que à part Jean-Marc Parent puis Lise Dion. C'est les deux seuls. C'est les 2 seuls. Puis, t'as-tu une raison pourquoi ils sont pas Jean-Marc Parent, il est pas capable de faire juste 15 minutes. Puis Lise, j'ai déjà écrit pour elle, puis elle me disait qu'elle était un peu chicken. Ah ouais? Tu sais, pour elle, c'est comme, ça allait se mélanger aux jeunes, puis comme, elle a tellement peur de plus se sentir relevant, de plus être... qu'elle a peur, mais tu sais, pour avoir travaillé avec, elle est up-to-date en crise, puis je pense que c'est juste, elle est chicken un peu, elle veut pas avoir du has-been, puis je pense qu'elle a juste peur un peu, mais elle avait déjà fini d'écrire son dernier show quand on a ouvert, fait que elle va peut-être venir à un moment donné. Ben oui, c'est rodage, là, tu sais, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de ça aussi. Oh, il y a beaucoup de rodage, il y a beaucoup de tester des jokes pour des galas un peu dernière minute, il y a vraiment de tout, là. Puis il y en a qui viennent juste pour garder la forme, puis s'amuser à faire des jokes. Ouais, parce que vous avez des soirées...
disons, plus standards. Ouais. Tu sais, les jeudis, vendredis, samedis, où c'est vraiment des numéros d'humour, tout ça, puis t'as des soirées open mic. Ouais, les mardis, mercredis à 10h30. Ça, qui va dans les open mic, mettons? Il s'est bâti une faune avec les open mic où c'est autant du monde qui sont des gros geeks d'humour qui vont peut-être moins aimer les soirées normales parce qu'ils connaissent les humoristes, ils connaissent leur numéro, ils connaissent les procédés. Ils aiment ça voir des bébites, voir du monde qui essaie de nouvelles affaires. Puis il y a du monde qui vient de voir ça un peu pour le freak show. Ouais. Parce que n'importe qui peut monter sur scène. Parce que le monde aime ça, se voir du monde se planter. Ouais, mais ça les encourage quand même. Ils aiment Ouais. ça assister au moment, mais ils sont super gentils. Puis, mais tu sais, il y a des affaires qui sont passées à l'open mic qui se pourraient se passer dans aucune autre soirée d'humour. Non, c'est ça. Puis exact. je pense qu'il y a. Puis le fait aussi que c'est un show qui commence à 10h30 le soir. Fait qu'on a une crowd de restauration, on a une crowd d'étudiants, on a une crowd de monde de bar. Lève le coude un peu, là, mettons. Là, tu sais. Une crowd de tannants. Là. Ouais. Ouais. Fait que ça, Puis moi, j'avais déjà entendu parce que j'avais un chum qui voulait faire l'open mic, puis j'ai dit ah oui, mais vas-y, inscris-toi. Puis il dit non, man, il y a un line-up, c'est gros comme C'est le 3 bras. mois d'attente. là. 3 C'est mois fucking d'attente. nice, 3 Ouais, mois pour faire un d'attente. open mic, c'est ça, c'est impressionnant tellement que c'est, tu sais, je me dis 3 mois d'attente, c'est-tu parce qu'un gars s'est booké tous les mardis du mois de mars pour venir Non, c'est essayer? que t'as pas le droit de leur demander une date tant que tu l'as pas faite. Fait que c'est tu peux mon pas. Tu peux pas Wow. te booker 4 dates d'avance. Ça. Puis on parlait tantôt des gros noms qui sont venus, tu sais, tu m'as dit qui est pas venu, on les a nommés. Y a-tu des gros noms, des grosses stars américaines qui sont venues à un moment donné, qui sont débarquées, ou des stars françaises qui sont débarquées, puis qui ont, genre, t'as fait, wow, ce gars-là va venir à mon bar, c'est malade, tu sais. Kev Adams a déjà Ah joué. oui, ah oui, gros. Gad Elmaleh avant qu'on le barre. Ouais. Avant que ça sorte le copy comique. Il a déjà joué. La gang du Comedy Cellar à New York sont venus au bordel. Pour vrai? Il y a un des Ah, propriétaires c'est qui parle français, nice. puis il a vu le bordel avant que moi, je vois le Comedy Cellar, puis il y a Ah comme ouais. une espèce de petite fierté là-dedans. là. Ben, c'est clair, mais toi, en tant qu'humoriste, mettons, est-ce que c'est toi qui s'occupe du booking ou... Les 2 premières années, c'est moi qui s'occupais du booking, Ok. puis à un moment donné, j'étais trop dans le jus. Fait que j'ai dû apprendre à déléguer, puis là, c'est quelqu'un d'autre. qui Comment fait. qu'on fait en tant qu'humoriste de pas se booker là tous les soirs? Dans le sens, c'est ta place, puis tu dis, moi, je veux jouer, je veux... Mais c'est comme une espèce de question de. Je respecte le milieu. Fait que tu sais, je prends la place qui me revient, mais j'en prends pas trop non plus. Ouais. Je pense que la première année, je jouais une fois par 2 semaines, une fois par semaine. Quand il y avait 11 shows par semaine. Fait que, tu sais, j'exagérais vraiment pas. Là. Puis toi, ça t'a jamais tenté d'aller jouer de l'autre bord, d'aller en anglais? T'es-tu à l'aise J'ai en anglais? j'ai joué à New York une fois. Puis En anglais? en anglais. Ok. En fait, c'était mes premiers shows en anglais. Puis dès que le COVID arrête, je vais m'arranger par aller à New York une couple de fois par année pour aller. C'est-tu un créneau que t'aimerais ça éventuellement pouvoir... Parce que j'imagine que si t'es capable de faire un delivery en anglais, solide et à l'aise, des portes qui s'ouvrent quelque part. Là. Tu sais, Ouais, mais je cherche pas la carrière internationale. Tu sais, pour moi, je suis un petit gars du Québec qui veut rester au Québec. Puis, tu sais, j'ai joué à Paris aussi. Puis, tu sais, je trouve ça le fun d'aller jouer dans d'autres contextes parce que ça déstabilise. Puis, tu sais, Ouais. comme t'apprends à. Tu gardes les réflexes comme du monde, puis tu sais, tu te mets à risque. hein. Ouais, c'est ça, tu te mets en danger. Puis, quand tu te mets en danger, tu deviens meilleur. Fait que j'aime ça. Mais je voudrais pas avoir. Non, la carrière américaine, la carrière en France, c'est pas quelque chose qui me tente. Mais je trouve ça le fun d'aller me mêler à la faune de New York, qui est un peu vraiment la capitale du stand-up. Puis, faire comme, hey Chris, je vais me débrouiller dans Ouais, cette c'est gang-là, encore- là, Capable de faire de quoi, là, tu sais. Ouais, donc c'est encore la capitale du stand-up, New York. Ouais, ça, Moi, on- quand mais- je vais à New York, je pense à des comedy clubs en partant, tu sais. À toutes les fois que je vais à New York, je suis pas j'aimerais ça me faire une soirée quelque part. Mais dans t'as un comme comedy 2 club. capitales. T'as comme la capitale, comment dire, le comique énergétique qui bouge, qui va peut-être tu sais, être un Jim Carrey puis jouer dans les films, ça c'est LA. Puis là, t'as le tu sais, stand-up pur, genre, il veut pas faire de film, il micro, veut puis pas. that's it, C'est ouais. un micro, fait que, tu sais, c'est vraiment 2 capitales totalement différentes, mais c'est les 2 places pour l'humour. là. Je suis content qu'on parle d'humour. Il y a quelque chose, moi, qui m'impressionne toujours chez le monde, c'est savoir des choses que je n'étais pas au courant. Après plusieurs années que je les connais, j'ai appris, il n'y a pas si longtemps, shame on me, que tu étais un pro de BMX avant. Ouais, dans mes jeunes années de. Quand j'ai su ça, je me suis dit, OK, pro, correct. Là. Moi, avec, je n'ai fait du roller quand j'étais jeune. Là, c'est Il beau, se pense moi, par le avec. Canadien Tire Ah, de c'est Saint-Eustache, ça. là. mais tu sais, Exactement. Ah, ouais, tu sais, j'ai raidé à l'hôtel de ville, moi aussi. Là, puis j'en ai fait des no slides. Là. Mais. Surtout que c'est un move de skate, pas un move de patin. Ouais. Non, non, je fais ça en patin, moi. Je fais ça en patin. Un man. puriste. Non, c'est vrai de vrai, man. C'est quoi ça, le BMX? Ça a commencé quand? Puis à quel point tu étais hot? Parce que j'ai regardé des vidéos YouTube de toi avec un visage très, très jeune. My name is Charles Deschamps. I'm 19 years old. I'm coming from Montreal, Canada. Et là, moi, j'ai toujours dit que Charles Deschamps avait une baby face, mais là, j'ai vu, Là-dessus, ouais, j'ai là, l'air j'ai vu encore Charles plus Deschamps jeune, là. à 18-19 ans, peut-être. Puis j'ai regardé les vidéos, puis j'étais comme, oh, attends une minute, là.
Le gars, il se pop des flares, des 720, des double tail Je pense que c'était la whip, vidéo qu'on checkait quand t'étais gérant du Taz. Ouais. Puis que c'était comme, explique un peu c'est quoi le Taz. Oh, j'avais popé un petit 360 sur le ledge, tout, qui redrop ça. Puis c'est comme, ok, le gérant, il se pratique un peu, sans les jobs. Là. Mais là, c'était-tu l'ancien Taz? C'était pas l'ancien Taz? Non, moi, quand l'ancien Taz a fermé, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Moi, j'y allais à l'ancien Taz avec le C'est là que j'ai Cherry commencé, Coke, là, c'était malade. ouais. T'as-tu connu, toi, l'ancien oui. Taz? Ouais. Les Strawberry. Moi, je me tenais dans le bac à mousse. Moi, c'était mon spot. Il y avait cool, un le bac à roll-in mousse. avec un bac à mousse, puis je faisais tout le temps le même move en rollerblade. Je faisais des genres de méthodes. Mais t'as connais-tu la gang de Rollerblade de ce temps-là? Non. Les joueurs à Bergeron, les gens J'y Gagnon, connais les le nom, Mickey Adams, j'y suis. Mon je les ai frère, lui, vus. c'est un pro en patin. Ton frère? Ouais. OK. Fait Son qu'on était nom? comme les deux Julien Deschamps. Ah ben, ça a du sens. Je sais c'est qui. J'ai déjà vu ça dans des vidéos puis dans des trucs. Puis c'est Jonathan Bergeron, je me rappelle, moi, sa run aux X-Games quand il a gagné, c'était insane. Là, il a fait un genre de 360 U-Kang, ça se peut-tu? Il y a un move qui m'a resté, là, ouais. Puis Nicky Adams, après ça, qui avait été incroyable. Puis je me rappelle d'un X-Games en particulier. C'était un X-Games d'hiver. Puis il y avait des Snowblades. Puis Nicky Adams avait gagné en Snowblade. Nice. Il y a eu des Snowblades. Oh, ouais. Combien? Peut-être combien? Ça a pas fait longtemps. Non, ouais, peut-être une ouais, édition. Mais je me rappelle Nicky Adams avec Parce que les gagné Snowblades, ça. on s'entend que c'était le paria de la pente. Là. Ouais. Tu te promènes avec ça, t'as un target. Là, C'est l'équivalent des trottinettes dans un skatepark. Là. Ouais. C'est- OK, Ouais. hey, on peut-tu en parler de ça? Faut que ça arrête. Mais il faut que ça Attends, arrête. Faut pas que ça mais arrête. C'est insane comment il y a des trottinettes dans un skatepark à cette heure. Puis je suis pas le gars qui fréquente le plus les skateparks, mais je les vois au coin de chez nous. Il y a plus de Mais trottinettes que tous de skate. les jeunes sont en trottinette. Puis je voyais des vidéos YouTube. Ils sont impressionnants. Il y en Il y en a a qui qui sont sont vraiment solides, forts. là. Mais c'est quoi ce mode-là de trottinette? C'est arrivé parce que c'est facile, Ben, c'est accessible. que puis c'est- le BMX, c'est dur physiquement. Il faut que tu en fasses pendant 1 an ou 2 avant d'être popé. Parce que tu pognes des le chocs. skate, hein. c'est tough techniquement. Fait que, tu sais, on dirait que dans un skatepark, tu avais des sports, puis la trottinette est arrivée avec un jeu. Ouais. C'est que là, les enfants jouent à la trottinette, puis il y en a une couple qui l'amène au niveau sportif, puis qui deviennent des athlètes, qui font des affaires incroyables. Mais je pense que la popularité de la trottinette vient que c'est un jouet à la base. Casual as Tu sais, fuck, t'en as man. fait 2 fois, t'as du fun avec ça dans un skatepark. Tu là. penses-tu qu'il va y avoir de la trottinette au X-Games? Et c'est peut-être déjà le cas, puis je suis pas au courant. Là, mais... Ben, tu sais, il y a de la trottinette dans le Nitro Circus avec des gars qui sont vraiment forts. Ouais. Puis tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les gars qui sont vraiment forts. Les kids qui sont dans les jambes au skatepark, j'ai plus de misère. Ouais. Puis on dirait que vu que la trottinette, c'est un sport qui est jeune, t'as pas le même système de mentorat. Tu sais, quand tu commences en skate, t'as des gars plus vieux qui sont comme Chris, regarde, drop pas là, tu check, fais ta run de même, dès que tu tombes, t'as pas le droit d'y retourner. Tu sais, t'as ce mentorat-là qui se fait dans le BMX, dans le skate, dans le patin. La L'étiquette. trottinette, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de gars plus vieux qui sont comme, tu sais, fais Il y attention a à des ça, lois check non ça, check écrites ça. dans un ball, mettons, quand t'as fini ta run, t'attends un peu, Ouais. puis l'autre il va, puis en trottinette, c'est Free Tout le monde fall, en là. drop dedans, man. c'est malade. Infini. C'est malade la trottinette. J'adore ça. Écoute, on a ta carrière de BMX, parce qu'on en parlait un peu, puis je vais en parler parce que tu as été. Est-ce que tu as été pro? Est-ce que tu as fait des compétitions, tout ça? Ou Mettons, si je raconte mon histoire vite, Ouais. j'ai commencé à 11 ans. À 17 ans, je suis parti faire des shows en Chine. Je suis resté là-bas 1 an. Mais attends une minute, des shows de shows quoi? en tu De faisais? BMX. Mais tu faisais. Il y avait un skatepark dans un parc d'attractions, puis j'étais payé pour faire des shows là-bas. C'est 3 insane. Ouais, j'ai fait À ça 17 ans, t'es 1 an, parti 17 seul ans, là-bas? puis 1 an, 21 ans. Non, on était 3 Québécois, un Américain. OK. Tu es parti en crew là-bas, puis Ouais. tu as impressionné la galerie dans les skateparks, puis. Mais ça, on C'est avait un malade. spot fixe dans un parc d'attractions, puis c'était ça notre job. Là, j'ai nourri toutes dépenses payées avec Comme un le salaire. show Shenzhen qui est à la place des arts à chaque année, mais là, c'est du BMX là-bas, en Chine. ça. Mais c'est la même affaire que les shows de plongeon à ronde, mais c'est un skatepark, puis... That's it. Exact. Fait que j'ai Ok, fait vous ça avez pendant des un bout de temps. chorégraphies, genre, à faire de. Non, c'était vraiment free fall. Là, tu sais, Faisiez on des commençait des petits sessions, trucs au début, puis on finissait avec des backflips. Là, tu sais, c'était assez basic comme show. Là. J'imagine la rigueur là-bas, sont comme, faut juste que tu landes toutes tes tricks. Ah, même Tout le pas. temps. Même Des pas. fois, on était le lendemain de veille, puis je prenais le skate d'un des gars, puis je faisais le show en skate, puis je pourris en skate. Là, tu sais, c'est... Tout le monde applaudit. Mais tu sais, c'est un parc d'attractions qui est ouvert à l'année. Fait que, tu sais, autant, mettons, que durant les vacances d'été, tu fais des shows devant 500 personnes. Des fois, on a fait des shows devant 3 personnes. Là. Fait que, tu sais, tu t'en calisses un peu plus. Là, c'est... clair, si. Mais tu sais, en ridant là-bas, 7 jours sur 7, tu sais, plusieurs heures par jour, j'ai pogné une solide coche. Ben là, c'est clair. Après ça, j'ai travaillé à Woodward, le camp du sport extrême en Ouais, je Pennsylvanie. connais ça, ouais. Compétition un peu partout. Je suis retourné en Chine à 21. Pour à la même place? Non, dans le fond, ils ont ouvert un autre parc d'attraction à Beijing, parce que moi, j'étais à Shenzhen. Puis j'étais allé là avec mon frère faire des shows pendant une autre année à Beijing. Logique, ton frère est En patin, ouais. OK. OK. Puis là, Puis j'ai gagné une médaille de bronze au X-Games de Chine. Ça, c'est, mettons, mon petit trophée que je suis fier. Ton claim to sérieux? fame. Fait que t'as fait les X-Games. De Chine, c'est De la version Chine. cheap. C'est C'est vraiment la version arrête, cheap. la version cheap, là. Ah ouais, ben, en fait, c'est tous les Chinois de toute la Chine. Toi.
Puis il y avait 3 gars blancs pour augmenter le niveau. Il y avait moi, un Australien, puis un autre gars. T'es-tu sérieux? Ouais, puis un Chinois qui m'a battu, l'Australien, puis j'ai fini 3e. Puis dans les gros noms de BMX, là, on s'en parlait tantôt, Matt Hoffman, là, ces affaires-là. T'as-tu ridé avec ces gars-là? J'ai ridé avec Dave Mira, j'ai ridé avec Matt Hoffman. Matt Hoffman, en fait, Dave Mira et Matt Hoffman, j'étais kid, là, fait qu'on était dans le même skatepark. Sinon, à Woodward, là, ou je sais pas quoi. Ouais, à Woodward, ou des compétitions quand j'étais kid aux États-Unis ou à Toronto, au Metro Jam. Puis tous les pros se tiennent à Woodward. Fait que j'ai tout ridé avec les pros à Woodward le temps que j'étais là-bas. Puis il y en a que je suis encore ami avec eux qu'on se jase sur Instagram. Tu dois capoter quand t'es jeune, puis t'es comme, OK, crime. Genre, le gars avec qui je ride, il y a un jeu vidéo. C'est fucked up, là. Ça, c'est cool. La vidéo, lui. La première fois que Dave Mira m'a parlé, j'avais les Dave Mira du DAS. Puis il m'avait dit nice shoes. Puis comme je parlais pas anglais, il m'a parlé, qu'est-ce qu'il dit? Je sais que j'avais des beaux souliers, parce que j'avais des souliers. Là. Toi, les tricks que tu faisais, mettons, tu sais, je te voyais faire des flares, puis des tail whips, là, puis là, j'ai pas étudié ça, c'est quand même des termes que je connais. Là. J'écoutais quand même les X-Games quand j'étais jeune. Là. Shout-out à, comment il s'appelait, le Michel Farvac-Larose, Big Ben Wallet, j'ai suivi à TV RDS. Il y en avait un autre aussi, Pierre Bérubé qui, là, il fait du surf de rivière. Fait il est encore, actif, puis je pense qu'il doit arriver à 60, le gars. Là. Ouais, j'y ai parlé dernièrement. On a travaillé sur un projet cet hiver ensemble. Je parlerai de ça un moment donné, mais non, c'est ça. Toi, tu faisais des tricks comme des tail whips. J'ai même pu faire des double tail whips. C'est rendu où à cette heure le BMX? Est-ce que tu continues de le suivre? Je le suis encore moins activement, mais quand même, je suis pas mal de gars sur Instagram puis sur YouTube. Puis, mettons, là, je redeviendrais au meilleur de ma forme. Là, je gagnerais même pas dans amateur. On est rendu là. Okay. Ça a plus de sens. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai passé à ça. Puis ça, c'est ma plus grosse peine en carrière d'être le premier à faire un 10-80 en BMX. Sur un jump? Sur un jump. OK. Puis, pas dans une rampe, là, genre. un jump, dans le fond. Fait que, je ratterris droit. Ouais. Puis, ils font des 12-40 maintenant, là. Fait que, tu sais, c'est... Parce que je voyais un clip sur YouTube, c'était justement, je pense que c'est les Nitro Circus ou les affaires. Puis les gars, c'est juste des méga rampes. Ouais. C'est juste un gros jump de fou. En parlant de ça, tu as fait ça, un méga jump? Non, j'ai pas... C'est comme devenu la mode quand les gars, ils ont du hang time dans les airs, là, genre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça a l'air soft, le landing. Moi, quand ils se il y a comme des airbags. Ça a l'air accessible. Tu sais, tu pourrais envoyer tes enfants, c'est comme tu swing une décharge, puis là, t'es quand même... Peut-être on regarde les débarques. Les débarques sont quand même solides. Tu déboules longtemps. 50 pieds, puis là... Non, c'est ça. Mais c'est ça, à cette heure, donc, le niveau est rendu. Là, ça n'a même plus rapport. C'est un autre niveau. Ils font des 12-40 maintenant. Ils font des 12-40. C'est 4 tours. 4 tours au complet. 4 tours, hein. Voilà, je sais. C'est huge. Hein. Il y a un moment donné, t'as un plafond. En faisant un backflip en plus. Mais c'est ça qu'on se dit depuis genre 5 ans, comme ça va arrêter, mais tu sais, ça arrête pas. Tu sais, dans mon temps, faire un triple tail whip, il y avait 3 gars dans le monde qui le faisaient. Là, ils sont rendus à faire des 5 tail whip. Manque le doping, je pense. Surtout que les gars vont se doper. Ils vont y a-tu du dopage? Non, mais attends. C'est une real question, genre. Ouais, je pense. Ben, crime, à un moment donné, quand tu commences à faire des 12-40, ça devient physique. Tu sais, à un moment donné, après ça, tu peux plus juste être casual, de claquer des burns. Tu sais, à un moment donné, faut que tu enchaînes. Non, puis tu sais, tu regardes les gars comme Max Parot, Seb Doutan en snow qui font justement ça, des 14-40, des affaires. C'est des gars qui s'entraînent tous les jours, là, tu sais, qui vont au gym, puis qui, tu sais, il n'y a plus cet aspect-là du cool guy qui fume des battes avec les pantalons aux genoux. En fait, je pense qu'on est rendu à ce point-là. Avant, t'avais des brosseux, des fumeux de cigarettes, des poteux, là, tu peux pas suivre. Les athlètes, puis les commandites, j'imagine, exigent aussi que ton athlète soit... Sûrement, mais tu sais, c'est que t'arrives même pas à suivre le rythme. JP, t'as-tu quoi à dire? Ah, non, ben j'allais juste dire que dans le fond, ça ressemble pas mal à ça dans tous les sports, finalement, tu sais. Avant, c'était tous des buveurs de bière, écoute, ça jouait au hockey, ça fumait des tops sur le banc direct. Exact. Les joueurs de baseball, maintenant, se mettent en shape. Puis c'est vrai que le niveau a augmenté dans tout. Shout-out à Guy Lafleur. Shout-out Guy Lafleur, le pad et le pack en même temps. Double P. Puis non, mais ça va jusqu'à même, tu sais, voyons, snowmobile, rendu là. Le monde, c'est rendu, ça fait des front flips, des back flips, là, avec une putain de motoneige. Ça pue de bon sens, mais moi, ça m'impressionne. Ouais. Puis à cette heure, c'est même plus. Il y a une affaire que j'ai vue au X Games l'année passée, c'est un snow. C'est comme un snowcross. C'est une motocross sur neige, genre. OK. Vous comprenez, là? C'est comme une motocross, mais il y a je sais pas comment dire, là. Il y a comme un ski en arrière ou en avant, puis dans le fond, ils font des doubles flips, comme les gars en motocross aussi, qui, à toutes les années, je me rappelle un moment donné avoir vu le double backflip de Travis Pastrana, puis tout le monde était comme, wow, puis à cette heure, il le fait, mais en faisant un 5-40 en même temps, là, ça n'a pas rapport. Fait que c'est ça, je me demandais s'il y avait, tu sais, ça va-tu s'arrêter à un moment donné, cette affaire-là?
Je pense pas, parce que... Il y a tout le temps un kid qui veut aller plus haut, qui veut aller plus loin. Internet a changé vraiment la game sur le fait que, tu sais, mettons avant, les pros pratiquaient dans leur skatepark local, genre un nouveau truc, là, le nouveau truc de l'année. Là, ils allaient le faire en compétition. La compétition était filmée 8 mois après, elle sortait en VHS. Puis là, les autres gars de BMX voyaient le nouveau truc, commençaient à pratiquer, mais le gars fait déjà 10 mois qu'il apprend à il est rendu ailleurs déjà. Fait que, tu sais, là, il y a un gars qui se filme en train d'essayer un truc, ça devient une stories Instagram, t'as comme 300 000 petits kids qui essaient de faire le truc, le gars l'a même pas encore landé. Fait que le sport évolue vraiment plus vite, puis... Il y a quelque chose de le fun par rapport à l'évolution du sport, mais ça fait que les carrières sont vraiment plus courtes. Tellement. Parce qu'il y a du remplacement. Parce que les gars, plus le truc est gros, plus il y a risque de blessure aussi, je pense. Je veux dire, il y en a une couple. Toi, t'as-tu arrêté à cause de ça à la base? Moi, j'ai au-dessus d'une vingtaine de commotions cérébrales. Fait que genre, j'ai plus le droit de tomber, là. Prescrit par le médecin ne tombe plus. Puis j'ai des problèmes de poignet, d'épaule, de genoux. Tu sais, comme je peux plus faire le sport. Là. Mais à la base, c'est une blessure qui t'a arrêté, que t'as fait où c'est les commotions que là, genre, j'ai fait, OK, là, faut que ça arrête. Ben, les médecins m'ont dit, faut que ça arrête. Là, quand est-ce que l'humour est arrivé dans ta vie après ça? Moi, c'est fucked up. Je travaillais au Diable Vert pour payer mes voyages un peu pour les compétitions de BMX. C'est pas payant comme sport. Puis. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Ouais. Les premiers temps. Moi aussi, je me tenais là. Puis, dans le fond, quand ils m'ont dit que je pouvais plus faire de BMX, j'ai commencé à travailler plus temps plein dans les bars. Puis là, le Diable devenait le clébar en avant. Puis pas le clébar, mais le... Il y en avait un autre nom en avant. Là. Le Café Caprice. C'est ça en avant? Ça? Ah oui, puis en arrière, il y avait le Diable. Non, en arrière, il y avait... Ouais, c'est ça. Café Caprice en avant, le Diable en arrière. Ouais. Puis moi, j'étais rendu gérant. J'étais comme, c'est pas moi, cette place-là. Puis je donnais ma démission. Je fais plus faire de BMX. J'avais plus de job. J'étais en dépression solide. Puis comme un bon gars de bar, comme n'importe qui, j'ai pas mis une scène de côté, je l'ai brossé. Fait que je me suis ramassé avec 2000$ dans mon compte. Et je suis passé devant le jockey, puis il y avait une pancarte à louer. Je suis rentré dans le bar, je suis comme, est-ce que le bar est à louer? Ils sont comme, ben non, c'est les appartements en haut. Je suis comme, ben je peux-tu l'acheter le bar? Ils m'ont dit, ben parle au proprio, puis le lendemain, j'ai fait un offre d'achat avec 2000$ dans mon compte. J'ai emprunté 5000$ à un de mes colocs qui avait un héritage, puis j'ai emprunté 13 000$ à la banque. J'ai vendu le projet à 3 chums. Hey, je pense qu'avec 100 quelques mille, on serait capable de l'ouvrir. Fait que j'ai vendu 25% à 25 000 aux 3 autres gars, puis on a ouvert un bar. Wow! Puis c'était pas supposé, puis comme c'était tranquille le lundi, on a parti une soirée d'humour. Okay. Puis là, je me suis dit, si je monte sur scène, la gang qui vient le vendredi samedi vont venir au show d'humour, tu sais, ça va faire des clients de plus. Fait que je suis monté sur scène les premières fois juste pour ramener du monde, pas dans le but d'être humoriste. Puis il y a des humoristes qui m'ont dit comme, hey, t'es quand même pas pire, tu devrais t'essayer pour les auditions de l'école. Puis je dis, je vais faire les auditions de l'école, ça va être comme sur ma checklist de choses à faire avant de mourir. T'as-tu fait humoriste ou auteur à l'école? Humoriste. Okay. Puis quand j'ai fait les auditions, j'ai été pris, mais tu sais, ça faisait 3 mois que le bar était ouvert, c'était cave, là, d'aller faire les auditions. Puis je fais, ben j'ai pas le choix. Fait que j'étais allé faire les auditions avec mon bar, avait même pas un an. Fait que tu t'es pitché en humour comme un genre de business move. Ouais. En disant, je vais faire de l'argent. Ben, j'ai vraiment pogné la piqûre après, puis j'ai délaissé le bar un peu. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'un an en sortant de l'école, mais t'as j'ai eu le créé temps toi-même ta propre chance, parce que dans le sens, tu dis, moi, je vais acheter un bar, t'as lancé ça sur un coup de tête, visiblement, ça a fonctionné, puis tu dis, ben, il y a un stage là. Je vais y aller. C'est qui le cave? Je vais le faire. On va faire l'école, tant qu'à ça, puis tant qu'à ça, on va faire ça, puis tant qu'à ça, puis là, tant qu'à ça, tu vas acheter les expos. Un jour, les expos. Non, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est tant qu'à ça, puis là. Tu travailles avec un empire. Là, tu finis l'école. Tu as fini en quelle année? 2014. Puis avec qui t'étais dans ta cuvée? Joe Guérin, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, les Grandes Crues. Fait que ça ressemble à ça, ma cohorte de l'école. Très cool cohorte. Puis là, tu sors de. L'école, c'est 2 ans, right? Ouais. Pendant ces 2 ans-là, de l'école, tu continues à faire tes soirées au jockey quand même, puis t'étudies dans le jour. Puis là, tu sors de l'école, puis là, t'as encore le jockey. J'ai encore le jockey, ouais. Puis combien de temps ça a pris avant que tu quittes? Parce que ce que je comprends, c'est que tu quittes le jockey pour le bordel. En fait, j'ai ouvert le bordel. J'ai gardé les deux pendant un bout. Puis là, à un moment donné, les shows, l'écriture, le jockey, le bordel, j'étais comme, je vais mourir. Fait que moi, j'ai départi du jockey vu que c'était vraiment plus l'humour qui m'intéressait. Là. OK. Fait qu'il y a eu un déclic que là, tu t'es dit, moi, je vais plus dans l'humour. Puis en tant qu'humoriste, il y a beaucoup de monde qui dit Charles Deschamps, l'auteur. J'ai entendu ça plusieurs fois, que comme quoi tu étais un bon writer, que tu écrivais des bons gags. T'as-tu écrit pour des humoristes ou J'ai écrit pour plein de monde. Phil Roy, Lise Dion, Feu, Julien Lacroix. On s'était dit qu'on n'en parlerait pas à ça. Ouais, je sais pas si c'était ça la liste. Mathieu Pepper. J'ai écrit pour plein d'humoristes de même. Ouais. Puis, j'ai une facilité à écrire des jokes. Clairement. Puis je pense que le fait que je suis sorti de l'école, le bordel m'a pris beaucoup de temps, j'avais le jockey, j'ai mis moins de temps sur ma carrière,
Puis, comme j'ai une facilité à écrire des jokes, j'ai donné plein de jokes à plein de monde. Fait que, tu sais, je me suis retrouvé avec des contrats d'écriture facilement. Puis, là, avec les contrats d'écriture, j'ai mis moins de temps sur ma carrière. Fait que ça m'a pris comme un 3-4 ans après l'école. Faire comme, hey, ton stock à toi. Là. Ton stock à toi, tu me fais quand, tu sais. Fait que. Puis comment ça marche, écrire un. C'est comme donner un gag à quelqu'un. Ouais, j'étais curieux quand t'as dit ça, je t'entendais, je donnais des jokes. Là, ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu donnes des jokes ou t'as un gars qui t'appelle, Mathieu Pepper, maintenant, qui est dans tes chums, tu sais, t'appelle et il dit hey, moi je suis en train d'écrire un show, un numéro, j'aurais besoin d'aide, voici une partie du texte que j'ai écrit, tu peux-tu m'aider à l'écrire? Puis je vais te payer pour ou c'est ton chum qui donne la. Comment vous faites les auteurs faire de l'argent à un moment donné? Je pense qu'au début, on sort de l'école, puis mettons, moi, Pepper, Arnaud Soli, on sort dans un café, on brainstorm une demi-heure sur mes affaires, une demi-heure sur mes affaires, une demi-heure sur mes affaires. OK. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que je donnais plus de jokes que j'en prenais. Ouais. Fait que là, tu sais, après ça, ce qui arrive, c'est que mettons. En début de Carl-Auteur, il y a du monde qui vont dire hey, t'es popé, ça tente ça à brainstorm avec moi, je te donne 50$ ou 100$. Puis là, tout ce que tu dis dans le brainstorm, c'est à lui. Puis là, c'est qu'il ne brainstorm pas sur tes affaires après. C'est vraiment, là, tu rends un service, il va te payer pour ça. Après ça, tu as du monde qui vont voir des chroniques radio, qui vont dire hey, peux-tu m'aider à puncher ma chronique? Fait que moi, c'était 100$, tu m'envoies ta chronique, je te dis ce que j'en pense, puis je te rajoute 15 jokes dedans. Puis quand tu donnes une joke à quelqu'un, est à lui. Est à lui. Est à lui. Fait que toi, tu peux plus la faire. Non. Fait que quand tu penses que tu as vraiment un bon gag, mais t'as donnes-tu ou t'as gardes pour toi? Souvent, c'est que impulsivement, t'as l'idée, là, t'as dit, puis là, tu fais ah mon Dieu, j'ai dû la garder pour moi. Ah, c'est ça, t'as pas le tes trois autres autour de la table sont comme. Yeah, là, tu le vois, le gars, puis il va faire un gros hit avec ça, tu sais, j'aurais dû regarder celle-là. Mais où est-ce que c'est? J'imagine qu'en phase d'écriture, de toute façon, t'écris des jokes, puis ça veut pas dire que ça fit dans ton style à toi non plus. Non, ouais, c'est comme j'écris des jokes pour Rosalie Vaillancourt, qu'est-ce que ça fait pas avec moi, ou Lise Dion. Des jokes de sacoche, là, jamais je vais pouvoir dire ça. Là, fait que... Mais t'en écris des crises de bonnes. Ouais, je sortais de l'école, puis j'écrivais le gala juste pour rire de Lise Dion. C'est elle qui closait, puis j'avais trouvé son punch-out. Fait que tu sais, je sortais de l'école, puis ma joke à moi closait un gala juste pour rire. Ah, ça c'est c'était tellement un beau feeling. de oui, le feeling fun, doit être incroyable. Puis tu sais, en termes d'auteur, bon, t'as fait une coupe d'affaires. On a parlé des numéros que t'avais fait. T'as-tu déjà écrit pour la télé? Là, je viens de me taper Prière d'une Power Fleur. J'ai écrit les monologues de Patrice Écuyer au début. OK. Ah, oui, parce qu'au début, il fait un petit stand-up avant pour introduire ouais, exactement. Puis ça, la TV, c'est vrai qu'il y a un monde de différence en termes, pas juste cachet, pas juste d'argent, mais tu sais, souvent on entend parler, la télé, tu sais, la télé. C'est pas mal plus payant. Les contrats Sartex, c'est comme le syndicat des auteurs, c'est 300$ la minute télé. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si t'écris 1 minute de gag, c'est 300$. Sauf que si t'écris 20 minutes de gag, puis lui, il en retient juste 2 parce que... Mais c'est ça, dans le fond, c'est ce qui reste. Ce qui reste à la fin que t'es payé pour. Prière, c'est une belle gig parce qu'il fait un 8 minutes au début de chaque émission. Fait que c'est 8 minutes fois 300$ qu'on se split aux auteurs qu'on a écrit là-dessus. C'est carré. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment cool. Qui a le pouvoir décisionnel de dire non, là, vous deux, là, vos idées d'aller là, on y va pas. On va prendre l'idée à Charles à la place, puis on va aller ça, puis gars, ça va être ça. Qui décide à la fin? C'est là, t'as un script éditeur que moi, c'est Frankie Laff qui travaille sur ce show-là. Fait qu'il va me donner une commande. J'ai un esti de dossier de 60 pages de recherche sur la personne, que c'est son prière. Fait que là, je regarde, OK, y a-tu des infos le fun? T'sais, là, je commence à surligner la première soirée. La deuxième soirée, je commence à écrire des prémices. Puis en 3 jours, je vais avoir écrit ça. Puis là, après ça, lui, il va faire un ménage là-dedans. Il va le donner à la gang de prière. Puis ils vont dire hey, c'est bon ou c'est pas bon. Puis des fois, ils vont dire hey, peux-tu rajouter des jokes là-dessus? Mais l'affaire qui est weird, que j'aime pas écrire pour la télé, c'est que tu sais, je te donne une joke à toi, tu vas la faire sur scène, on va rire ensemble, on va faire comme yes, ça marche. Là, tout ce que j'ai écrit, mettons, dans la dernière année pour prière, je l'ai jamais vu. Je sais pas si c'est drôle, je sais pas si ça marche. T'as pas de feedback de ce que tu peux le reprendre, ton matériel? Non, mais nous, qu'est-ce que je vais faire? C'est avec des jokes sur Annick Jean. Je peux rien faire. Là, ça peut être drôle, c'est des jokes sur Annick. Non, mais je parle, tu sais, quand tu donnes ta joke à quelqu'un, puis quelqu'un fait comme parfait, c'est à lui. Mais là, finalement, la personne la tweak d'une autre façon, puis il n'est plus vraiment ta joke. Est-ce que tu peux prendre la chose ou tu risques de te faire dire hey man, tu me l'avais donné celle-là, là, tu sais? Y a-tu de ça dans le milieu, tu sais, des affaires? Moi, mais je l'ai tweaké à ma façon, tu sais. Tu as parlé tantôt de Gad Elmaleh. C'est pas juste de tweaker des jokes, on s'entend qu'est-ce qu'il a fait. Là, il faisait avec un accent français. Il faisait le même numéro avec un accent français. C'est pas un tweak. Mais tu sais, y a-tu un peu de guéguerre ou un peu de chicane entre vous autres? Parce que non, parce que souvent on se le dit comme hey, ta joke, ça sent un peu à la mienne. Puis là, c'est comme. Après ça, c'est ta joke, es-tu capté télé? Si c'est capté télé, c'est comme j'ai arrêté de la faire. A déjà été passé à la télé, t'as gagné. Fait que c'est comme un respect de
Une loi non écrite de l'âge ou tu sais de T'as comme planté la ta joke. croix de Jacques Cartier quand t'es Ouais, c'est ça. arrivé, t'es comme, Ok, ça, cette c'est joke-là m'appartient. Puis, tu sais, souvent, il y en a qui ont les mêmes idées. Tu sais, comme, mettons, pour avoir c'était pas chicane, une discussion entre Mehdi Boussaïdan puis Mathieu Cyr. Les deux avec une joke sur le fait qu'au Subway, ils te proposent Suisse au cheddar, mais ils ont du Monterey Jack. Tu sais, personne n'a volé la joke à personne. Tout le monde a remarqué ça, mais les deux avaient la même joke. Ouais. Fait que là, c'est comme un qui a dit, ben moi, je l'ai capté en telle année. Fait que l'autre fait que, ok, ben, je la capterai pas cette année dans mon gala. Fait que, tu sais, c'est des discussions plus que de la vraie chicane. Parce que moi, je me dis, à un moment donné, tu sais, je m'assois, puis je te cacherai pas que moi, j'ai déjà pensé à écrire un numéro puis aller faire un... Tu devrais, man! Ah, man, c'est... Je suis... Tu sais, j'anime pour le Rocket de Laval, pour le Canadien. J'ai fait les Alouettes, j'ai fait des galas, j'ai fait... Animé devant une foule, je sais pas pourquoi, quand je gueule dans un micro, j'ai aucun stress, mais zéro. Quand j'arrive sur scène, puis que les gens arrêtent de parler, ils font comme... Je l'ai essayé, là, j'ai animé des petites soirées de mots. Ah! C'est une autre affaire. J'ai le trac à n'en plus finir. À n'en plus finir. Je suis incapable et je voulais mon chapeau parce que, bon, j'imagine après une coupe de show, tu viens qu'à le catcher, là, mais le stress, mon gars, d'avoir les yeux braqués sur toi pour faire rire. Ouais. Alors que quand je suis dans un bar, là, mais à ça faire rire, là, tu sais. À quel point ça, c'est tough. inné, puis tu l'as ou tu l'as pas. Tu sais, comme, mettons quand t'es à l'école, tu sais, toi, t'as-tu quelqu'un déjà qui est en public, tu sais, comme, t'avais-tu du stage fright ou t'as moi, comme j'étais fait faut que je travaille sur ça, le gars au secondaire qui était trop gêné pour être loud. Fait que mon meilleur ami qui était loud, je disais comme une joke, puis lui, il criait fort dans la classe, puis lui, il se pognait les filles. Donc, t'étais auteur de bonheur. C'était un auteur. Je pense que j'étais un auteur à la base, puis un mind comic. J'ai fait cégep en spectacle, en humour, puis je m'étais planté, puis j'étais comme, je retouche plus jamais à ça. Ah ouais, hein? Fait que, tu sais, j'ai jamais eu ce côté-là d'être sur un stage. Je l'avais... Fait que je te dirais que moi, je suis parti avec j'avais déjà le mind comic, j'ai dû apprendre à être un peu plus à l'aise sur un stage. Puis il y a du monde qui ont déjà ce naturel-là, comme toi, d'être devant des gens, puis de briller. Puis il y en a là-dedans qui vont être capables d'apprendre à écrire des jokes, puis il y en a qui seront pas capables. Fait que, tu sais, il y a une technique pour apprendre à écrire des jokes, mais... Tu sais, c'est pas à cause que tu apprends à faire des gammes que tu vas être capable un jour de composer des tunes. Non, parce que être drôle puis être drôle sur scène, c'est complètement différent. Ouais, j'ai bien du bon. Ben, moi, je connais un paquet de monde qui sont drôles, mais tu sais, jamais ça regarde d'être structuré puis d'aller sur une scène. Exact. Puis en même temps, il est niche, tu sais. Il est drôle pour moi, mais tu sais, je le vois qu'il fait même pas rire à la moitié du monde. T'sais. Non, puis à quel point on voit ça, je sais pas si c'est démocratisé ou que c'est plus public, on voit de plus en plus de shows avec des humoristes en coulisses qui travaillent sur comment être un humoriste. Mais il me semble que quand l'humour a pas commencé, mais quand moi j'ai commencé à la consommer, du moins, les humoristes, ils allaient raconter des jokes de brosse à la scène, puis raconter l'histoire. À cette heure, tu vois des humoristes qui s'assoient, qui s'écrivent, qui écrivent des paragraphes, que le français est important. Moi, j'imagine que l'école a eu un rôle important là-dedans, là, en améliorant la franchisation des affaires. Il y a plein de choses. Il y a le fait qu'avant, il y a 12 humoristes, c'est que la compétition n'est pas tant là. Fait que s'il n'y a pas de compétition, tu n'as pas nécessairement autant de pression pour t'améliorer. Fait que, tu sais, puis... Castor, il y en a comme 15. Fait que, tu sais, il y a une différence quand même. Oh, il y en a 3 t'as des vagues. Non, puis t'as des vagues, puis t'as des publics, là. Tu sais, moi, c'est sûr, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand... Tu sais, on dirait qu'il y a eu des vagues d'humour qui sont vraiment définies. Tu sais, t'avais grand public, juste pour rire, grand rire bleu. Là, après ça, t'as eu l'absurde, j'ai l'impression. Ouais, les Denis, Jean-Thomas. Ouais, exact. Puis là, après ça, là, on dirait que c'était comme la 3e vague, là, comme le café, là, ton espresso là, filtré là, au coton. Là. Puis là, c'est là que c'est arrivé, d'après moi, je pense, le bout le plus intéressant en humour. C'est là que t'as comme fait, OK, il y a plus de niche. La première vague dans la route était vraiment le fun. Elle était rafraîchissante. Ben, c'est parce qu'on n'embarquait pas. Moi, je me rappelle, personne de mon âge, on s'assoyait et on checkait un juste pour rire. On n'allait pas s'acheter des billets. Puis tu regardes 70$ le billet en arrière dans le fond. Tu regardes le Saint-Denis en avant, puis t'es comme, tu sais, genre, ce monde-là va pas acheter des billets dans 20 ans. Là. Dans 20 ans, ça va pas. Moi, je me rappelle, c'est une activité avec mes parents tous les étés. On n'allait pas voir les shows en salle. On était de région, là, on est un peu plus loin. Mais on les louait sur Vidéotron. Vidéoway. F4, man. Under Game de Key. OK. On louait ça. Puis je me rappelle, c'était ça. C'était comme 50, 60, 70$ le louer à la TV. Puis t'avais un gala de 2h30 avec un entracte. Puis là, je voyais à tous les années, toutes les mêmes qui revenaient. T'sais, des fois, il y en avait un qui popait. Je me rappelle l'année où il y en a un qui a popé qui m'a fait capoter, que j'ai fait « Oh, une nouvelle vague, c'est Christopher Williams. » Ouais. Quand ça fait... Non, mais attends. Il était surprenant. Il était différent. Oui, le numéro que moi j'ai connu, OK? Le numéro que je l'ai connu pour la première fois, il arrive à Juste pour rire, puis c'est entre Mario-Jean et les Dion, par exemple. Quand même un tough spot, là. Puis là, il arrive avec ses cheveux de même, là, Ace Ventura style, puis il fait lever à la foule, puis il fait presque pas de gag. C'est juste du...
OK, comment tout le monde en fait la vague? Puis on était dans le salon chez nous avec mon père, puis on a fait wow, qu'est-ce qui vient de se passer, man? Puis là, il avait gagné cette année-là, je pense, Révélation avec ce numéro-là, tu sais. Puis j'avais fait aïe, aïe, ça, c'est un phénomène, tu sais. Puis après ça, Anormal est arrivé et d'autres choses. Le gars-là te faisait ressortir quelqu'un. Moi, c'est ça que j'ai remarqué dans le gars-là. J'étais comme, hey, lui, je le connais moins. Puis comme tu vois, il pouvait pas. T'aurais pas pu avoir un gars qui rentre sur un gala de Mario Jean puis qui fait des jokes de Mario Jean, tu comprends? Mario Jean, c'est son brand, tu sais. Exact. Fait que tu sais, j'imagine qu'ils n'ont pas eu le choix. Puis quand ils ont commencé à faire des galas, qui étaient du monde de même, qui était un peu différent, moi, parce que je l'ai vraiment vu, parce que j'avais vraiment un dédain pour l'humour au Québec. Puis là, après ça, quand la vague est arrivée, j'étais comme, OK. Puis tu sais, oui, on parlait d'Internet, puis tu sais, j'ai l'impression que c'est ça. Puis toi, t'es dans l'humour que j'aime. Toi, je t'aime. C'est pour ça que non, mais toi, t'es dans l'humour que j'aime. Toi, t'es dans l'humour que... Qu'est-ce que tu peux dire qui est le plus possible de faire grincer les dents à quelqu'un puis de faire rire jaune, mais qu'à la fin, tu ris, là. Attends, je sais où tu t'en vas avec ça. Ouais. Puis, on va prendre une petite pause. Charles, on s'en va à la capsule dans 2 lignes. On est de retour tout de suite après ça. Bon, je sais que je devais faire une chronique plus rapidement de ça. Je vous avais dit une par semaine, mais vous savez, tant de pandémie, d'autres projets, c'est plus compliqué qu'on pensait. Salut. Aujourd'hui, je vous parle de Yutaka Fukufuji, le premier gardien de but japonais à avoir été repêché en Amérique du Nord. Il commence sa carrière en 2001 pour l'équipe de Kokudo dans le championnat japonais. Tu vas le couper au montage, ça, hein? Dès l'année suivante, il débarque en Amérique du Nord. Il va jouer pour les Cyclones de Cincinnati dans la ECHL. Et en janvier 2003, soit 2 ans après, il sera élu recrue du mois. Là, un petit peu d'histoire complémentaire pour garnir ça. Il y aurait 2 autres Japonais qui auraient été repêchés dans la NHL, soit Taro Tsujimoto et Hiroyuki Miura. Le premier, Tsujimoto, aurait été repêché par les Sabres de Buffalo en tant que 183e choix au total en 1974. Mais en réalité, c'est pas un vrai joueur. That information that was false and fake. Et là, vous allez trouver l'anecdote quand même assez cocasse. Le GM de Buffalo, Punch Imlach, avait décidé de faire un prank à la NHL parce qu'il trouvait que le repêchage était beaucoup trop long. Il a fait semblant que ce joueur-là existait, que c'était un Star Center qui jouait pour le Katana de Tokyo. Et là, vous pouvez faire le lien Sabre de Buffalo, Katana de Tokyo. Quel bout en train! Alors évidemment, ça s'est emballé. Même des magazines tels le Hockey News ont rapporté la nouvelle. Ils avaient officialisé ce repêchage-là. Et finalement, au début de la saison, Imlach a dit que c'était un prank. Que ça n'existait pas. Mais la foule était déjà emballée par ça. Et pendant plusieurs années, ça restait à Buffalo. Une espèce de liner, genre Tsujimoto 16. Ils ont gossé avec ça vachement longtemps. Le deuxième, Miura, a été choisi par le Canadien de Montréal en 92, mais n'a jamais joué un match dans la NHL. C'est donc un choix de 11e ronde et il a joué seulement 6 parties en Amérique du Nord avec le Thunderbirds de Wheeling. Donc, pour Fukufuji, c'est en 2004 que les Kings de Los Angeles vont en faire le 238e choix au total. Il va jouer la saison suivante avec les Condors de Bakersfield dans la ECHL. Et en août 2005, il signe un contrat avec les Kings pour 2 ans. Après avoir commencé la saison 2005-2006 avec le Royals de Reading dans la ECHL, il sera rappelé par les Manchester Monarchs, qui est le club école. Et il faut attendre jusqu'au 15 décembre 2006 pour que le grand club rappelle Fukufuji. Mais de là, il faudra attendre encore 1 mois, c'est-à-dire jusqu'au 13 janvier, pour qu'il puisse voir de l'action. Alors que le premier gardien de Los Angeles se blesse en début de 3e période, Fukufuji foule la glace de la NHL pour la première fois, alors que les Kings tirent de l'arrière 4-5 contre les Blues de Saint-Louis. Score final, 6-5 Saint-Louis et plus jamais Fukufuji ne jouera en Amérique du Nord. C'est déjà la fin de l'histoire. J'avais dit que j'allais en faire des plus courtes. La première a duré 10 minutes. Celle-là, je veux pas plus qu'elle dépasse les 5 minutes. On continue à boire du café. On continue à être énergique. Ciao. On est de retour! J'aime ça partir de même. Hey, excellente capsule, JP, encore cette semaine. Franchement, tu me fais de plus en plus rire avec tes capsules. Je les trouve bonnes. Lâche pas ton beau travail. Lâche pas ton beau travail. Ben, j'arrêterai pas. Tu me forces à me dépasser à chaque semaine. Je vais donner du bon contenu. C'est trop d'amour. C'est trop d'amour. On a souvent dit ici que
C'est un safe space. C'est un safe space, fait qu'on se donne beaucoup d'amour entre hommes. On essaie. On aime ça, c'est de Là, la tu te bromance. pitcher tout le temps, puis tu te critiquer, puis tu te lancer des pions. À un moment donné, un peu d'amour. Exact. Charles Deschamps, Ouais. merci encore une fois d'être là. Fait plaisir, sûr. j'ai du fun. On a parlé pas mal d'humour tantôt, puis on voulait t'amener sur un sujet parce que j'ai vu plusieurs capsules de toi, beaucoup de vidéos de toi qui faisaient des roasts. Ouais. T'en as fait, t'en as fait à la TV, t'as fait Ouais. le Roast Battle. As-tu gagné le Roast Battle, t'as-tu? Là, c'est fini, j'ai le droit de le dire. Je n'ai pas gagné, mais on m'a donné le trophée à la fin. OK. Ok, t'as eu genre le MVP des playoffs, Ouais, c'est mais ça, t'as pas eu la coupe, mettons. C'est OK. ça. Le, Ouais. le Conn Smythe du J'ai Roast Joe Battle. Cormier m'a battu avec la meilleure stratégie au monde. Moi, j'étais avec des grosses jokes méchantes. Puis lui m'a fait un gala hommage. Ah, c'est Fait que genre, c'est bon, je fais rien faire là, genre, C'est bon. genre sa deuxième joke, j'étais comme c'est fini. Parce que toutes mes jokes, ils faisaient juste m'applaudir puis m'encourager. Puis là, j'étais Ok. comme, ça passe dans le bar, puis j'étais méchant avec. Là. Fait que ça t'a mis tout de suite, t'étais genre Lex Ouais. Luthor, puis lui Puis, c'était il a eu Superman. le trophée, puis il a dit moi je prends ma retraite du roast, c'est Charles le Roast Master. Puis il m'a donné le Ah, trophée. jusqu'à la fin, là. Ouais, Fait qu'il est devenu officiellement millionnaire. ouais, officiellement. Officiellement. Un vrai Quand tu millionnaire. gagnes un show de TV, tu deviens millionnaire. Tout de suite. Et ça, faut juste que je fasse un petit call là-dessus. Là. Rose Battle, si tu gagnes un trophée. Si tu gagnais le prochain stand-up, tu gagnes 5000$. Si tu gagnes le Love Story, là, c'est quoi, Celebrity Big Brother, c'est que toi, c'est 100 000. C'est 100 Si 000. tu gagnes Occupation Double, t'as une maison. C'est comme, pourquoi l'art du stand-up, on est aussi genre... Aïe, aïe. Ben, Écoute, tu pourrais y répondre, moi je Je le sais pas, je le sais Mais pas. moi, ce qui me fascine, c'est que bon, j'ai eu un petit peu de soirée d'humour dans le temps quand j'étais super jeune. On organisait des shows d'humour dans les bars. Je me rappelle qu'il y avait un standard de prix. Ouais. Moi, j'étais en région. En tout cas, en région, il y avait un standard de prix. Il fallait que les gars se déplacent de Montréal la plupart du temps. On était à Joliette, nous autres. Je me rappelle, les premières parties, je pense que ça payait 100$, 125$. 125, peut-être. un 15. Il y avait un humoriste, c'était payé 150, 200 peut-être. le Il y gaz, avait c'était combien dans le Il y temps? avait un 100 headline à piastres. 350$. Les prix n'ont pas changé. là. C'est Ils encore sont restés ça. fixes, mais le encore gaz ça, était encore 1,29$. Puis même, ils sont en train de dropper. Puis, Pourtant, ben, ça. c'est ça, parce que moi, je vois maintenant, puis je me suis un peu renseigné, puis des bars à Montréal, des gars, bon, je comprends que c'est des petits bars, puis les gars veulent roder du stock, puis tu sais, je comprends ça. Mais il y a beaucoup de soirées que c'est comme, c'est 25$. Puis tu sais, mettons, t'es un duo, là. 12,50 chaque. Ouais. C'est cœur, hein, quand même. Puis tu sais, en même temps, tu dis, je comprends les deux côtés. Je comprends le gars de la restauration qui a un bar, qui veut faire rouler ses affaires, puis que s'il y a juste 27 personnes dans la salle qui ont payé 5$, il y a 100$ de budget, vous êtes 5, les gars, c'est 25$ chaque. Tu sais, logiquement, je pense à ça. Mais en même temps, je suis comme, à quel point, man, c'est rendu. Mais là, tu me rassures en me disant qu'en région, il y a quand même des Ouais. cachets et des affaires Mais intéressantes. là, on est tellement rendu d'humoristes, on dirait que les sous-écoutes, en route, ça crée plein d'humoristes un peu partout au Québec. Fait qu'il y a du monde en ce moment qui se déplace à Québec pour aller faire un 8 minutes gratis. Juste pour l'exposure. Juste pour l'exposer, juste pour avoir du temps de scène, parce qu'on est tellement rendu d'humoristes qu'il n'y en a plus de spot. Fait que là, t'as du monde qui sont comme, ben moi, je le ferais gratuitement, là, genre des genres de briseurs de grève. Ou Ben ouais, c'est ça, j'allais dire, là, à la Fait fin. que Mais ça fuck le système un ça peu. fuck le système. Clairement. Tu sais, puis à un moment donné, c'est parce que, tu sais, tu l'as dit, vous êtes rendu beaucoup. Puis là, tu sais, t'es rendu qu'il faut que tu ailles à Québec te faire voir pour essayer d'avoir une coupe de likes de plus sur ta page Facebook. À un moment donné, C'est rendu n'importe quoi, là. c'est fou. Y a-tu trop d'humoristes au Québec? Il n'y a pas C'est une trop question que tu d'humoristes. t'aurais fait te demander 200 fois, mais c'est une question cliché. Mais je suis vraiment intéressé de savoir qu'est-ce que t'en Non, penses. il de n'y a pas trop d'humoristes. Je pense qu'il est en train de se créer en ce moment une espèce de ligue de garage d'humour. Ouais. Fait que t'as du monde qui font de l'humour comme du monde qui joue au hockey dans une ligue de garage, qu'ils ont un 8 minutes, puis c'est comme leur sortie avec leur chum, ils vont faire leur 8 minutes, prendre 2-3 bières. Puis c'est le fun que ça existe, mais ça enlève la job à... Tu sais, moi, quand je suis sorti de l'école, mon 15 à 125$, j'en faisais 6 dans mon mois, je payais mon loyer. Exact. Fait que tu sais, j'avais besoin de me trouver un petit sideline pour d'écriture, whatever, puis j'arrivais à vivre de l'humour. Maintenant, tu sors de l'école, Hey, pas un c'est plus tough rough. de survivre, là. C'est rough. Puis est-ce que tu penses que c'est plus facile de survivre si justement tu sors de l'école, mais que tu habites à Trois-Rivières ou à Québec, parce que tu sais qu'il y a une Faut que grosse tu viennes à soirée Montréal, là-bas. faut que tu Puis viennes à Montréal. Parce que, tu sais, comme écrire un bon 15 minutes quand tu sors de l'école, ça te prend une couple de mois. Fait que tu peux pas retourner jouer à cette soirée-là, même si c'est ta soirée locale à Trois-Rivières. Fait que faut que tu viennes à Montréal, écrire du stock, jouer plusieurs fois par soir, puis après ça, essayer de payer tous les spots en région, faire des 15, des demi-heures, des heures. c'est clairement comme ça qu'on se développe Ouais. maintenant en Montréal, faisant c'est de le plus en gym, plus. puis la région, c'est ton petit gagne-pain. Exact. Fait que quand tu vas en région, quand tu es booké en région, c'est une fierté, c'est le Ouais, fun. tu viens Parce que faire tu sais ton que tu vas meilleur faire un peu de stock, là. cash, puis Ouais. tu sais que tu vas faire ton meilleur matin. Tu vas pas roder en région. Mettons. Non, à moins d'être vraiment un plus gros nom, puis que là, C'est tu ça. te permets de tester un petit 4-5 minutes sur ta demi-heure. là. Parce que Ben, il y tu a le le dis, tu sais, gap, c'est booké de ouais. partout, puis tu disais que même l'open mic, C'est 3 mois d'attente. 3 mois d'attente, ça doit être quoi? D'une grosse salle, une grosse soirée en région, tu sais. Ben, c'est que
c'est super tough de te faire booker. Fait que faut que tu sois déjà un peu connu ou que tu sois vraiment bon. Fait que c'est tough d'avoir des spots là, pour jouer. Là. Puis il y a le gap aussi, moi je trouve, j'ai l'impression que les gens au top, tu sais, t'as comme peu d'élus qui font de la grosse argent, puis tu sais, du rentable, puis que basically, tu sais, ils se déplacent pas. Puis après ça, il n'y a pas un milieu, tu sais, il n'y a pas comme une classe moyenne d'humour. Qui existait selon moi avant, grâce aux shows en région, grâce à une coupe de corpo durant le temps des fêtes. Puis là j'ai l'impression que c'est soit pauvre, soit riche, il n'y a plus de classe moyenne. Là. Est-ce que pour un humoriste, être signé par une boîte, par une agence, par un gérant, ça marche un peu comme au hockey, dans le sens que tu espères quand tu es à l'école sortir et te faire signer, parce qu'eux autres vont te trouver des corpos à guess, puis c'est là qu'est l'argent, veut pas. C'est-tu un but pour tout le monde d'être signé le plus rapidement possible? En fait, je te dirais que t'as pas besoin d'être signé, parce que quand tu sors de l'école, t'as pas assez de contrats pour nécessairement avoir un gérant qui négocie ou qui gère ton agenda, mais c'est un indicatif de il y a du monde qui connaissent le milieu, qui pense que tu as un calice de potentiel, c'est qu'ils vont t'agripper tout de suite. Ouais. Fait que ça dit, c'est comme une espèce de. Ça te rassure de comme. C'est un comfort, là, okay. C'est un gros comfort, puis tu sais, c'est. Effectivement, tu sais, mettons, tu vas avoir une coupe de passes à palette qui vont être le fun, tu sais. Toi, t'en as-tu un? T'as-tu un gérant? T'es-tu dans une boîte? Moi, je suis géré par la boîte de Phil Roy qui s'appelle Midi 8. OK. Je connais même pas cette c'est nouveau comme boîte. Okay, ça fait 2-3 ans que ça existe. OK, cool. On a parlé de roast tantôt, que tu aimes ça faire des roasts. On se demandait tantôt, tu sais, à quel point, bon, j'imagine que c'est un show télé, Roast Battle. J'imagine qu'il y a des choses que tu peux pas dire, que tu peux pas aller parce que c'est à la TV, c'est grand public. Ils sont super cool. La seule affaire, c'est que tu as 5 jokes à faire. Ils vont en couper une au montage. Puis moi, à date, ils vont toujours couper la joke la plus élevée. La plus salace, là. J'ai dit sur Rich Jeffir, c'était en plein durant tout ce qui se passait avec George Floyd puis tout ça. Puis j'ai dit à Rich, j'ai écouté tes vidéos de la police sexy, puis c'est le pire vidéo que j'ai vu cette année sur Internet avec un policier puis un noir. C'est bon, man. C'est bon, la joke est épique. Il n'y a pas de prise de position. Il n'y a rien. C'est pas une joke mais ça veut tout dire pareil. Mais ça veut tout dire. Puis cette joke-là, ils l'ont coupé au montage, c'est sûr. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas dire à Roast Battle, tu peux t'en servir pour des shows après, ou encore là, ça leur appartient, ces gags-là? Le format est différent. Hein. Le format est différent. Ce gag-là de Rich, mettons, tu pourrais peux pas le refaire. Tu sais, comme il faudrait que je me retrouve face à Rich encore quelque part. Face à Rich quelque part, tu sais. Il y a des petites jokes que je peux me servir, comme j'ai dit à Christine Morancy à un moment donné que je trouve que t'es une fille qui travaille fort, elle a des itinérants, tu tiens debout, t'as des principes. Ce que je veux dire, Christine, c'est que t'as crissement une colonne pour une fille qui a pas de cou. Mais cette joke-là, je m'en ai servi sur plein d'autres gars ou d'autres filles gros. Cette joke-là, je peux m'en servir, mais l'affaire de Rich, je peux pas. Là, puis, selon moi, en roast, plus que tu vas précis sur la personne, mieux que c'est, fait que moins que tu as de chance de t'en servir de ça. Exact, parce que tu bâches pas sur une gang en particulier, tu bâches sur lui, tu sais. On parlait de roaster puis d'aller trop loin. Je peux pas m'empêcher de te parler de l'histoire de Mike Ward qui, en ce moment, là, je sais pas trop le dernier dénouement, mais là, il est en Cour suprême. Là, il est encore en attente, c'est ça? Ouais. Il est en cours d'appel, je pense, en tout cas. Donc, ça a monté à la Cour suprême. Ça a monté à la Cour suprême. Là, il est rendu au top ultime, puis il attend la décision du jury pour savoir s'il va être coupable ou pas. Right? Pas juste lui, tous les avocats qui font de la poursuite pour de l'atteinte à réputation. Exactement. Tout ça, ça va setter finalement, ça va être la jurisprudence sur est-ce que tu te fais traîner en cours quand tu te moques de quelqu'un. Exact. Fait que, tu sais, ma question, c'était plus à savoir, je te demandais pas qu'est-ce que tu penses de ce gag-là ou qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Mike Ward, mais est-ce que, on en parlait avant le show, est-ce que les humoristes, vous attendez tout un peu après cette réponse-là pour OK, maintenant, je vais pouvoir écrire là. Je dirais qu'on a déjà perdu. Tu sais, c'est rendu en Cour suprême, fait que... Parce que ça s'est rendu là. Parce que ça s'est rendu là, fait qu'on est tous chicken d'écrire des jokes méchantes, puis les producteurs télé, les producteurs de show sont chicken de laisser aller du monde qui font des jokes méchantes, fait que tout le monde est rendu super chicken, fait que l'humour a perdu déjà, selon moi. Puis écrire une joke méchante, je peux comprendre qu'à la TV, ça passe moins, c'est heure de grande écoute. Moi, des fois, j'étais à côté de ma fille, puis on écoute de la TV, puis ça me tente pas qu'elle tombe sur des affaires méchantes, en tant que papa. Y a-tu encore des soirées d'humour? Je me rappelle dans le temps, il y avait des soirées gore ou de la même. Ouais, il y a l'humour GHB qui existe encore, qui est rendu à l'Abreuvoir. Moi, j'ai du fun là-bas, je suis chroniqueur, puis je me permets des jokes comme qui passeraient de nulle part. Puis je me rappelle d'une soirée où j'ai fait un numéro qui a vraiment marché fort à GHB, où je parlais qu'on devrait légaliser la pornographie juvénile. Okay. Mais il y a un angle intelligent, puis il y a une logique. Il faut, c'est ça. Ben, tu sais, c'est dans l'angle un peu que. Il faut que ça soit intelligent. Il faut qu'il y ait un angle logique. Non, faut pas légaliser. Ben, je sais pas.
On va Ben entendre non, Charles. Ben, la logique, c'est que les pédophiles vont peut-être arrêter de violer des enfants s'ils peuvent se masturber sur des vidéos. T'sais, je l'amène sur cet angle-là, Makes sense. mais avec, je le pousse vraiment loin. C'est comme on devrait se partir de nos propres clubs vidéo, faire nos propres films. Puis là, ça va loin. Puis là, je suis comme puis je disais que pour choisir, mettons, le pédophile qu'on va engager pour jouer dans le film, ce que tu fais, c'est que non, tu mets le rôle aux enchères. Celui qui vient de passer le plus de temps en prison va avoir le rôle. Fait que tu désengorges le système judiciaire en engorgeant un enfant. Tu sais, c'est violent, mais genre, c'est drôle parce que tu sais que c'est absurde pis que c'est pas vrai. Pis oui. Mais genre, j'ai fait ce numéro-là, ça a super gros marché au GHB. Après ça, tu sais, comme ma confiance est boostée, je m'en vais à l'open mic du bordel, je close le show, je suis comme, hey, ben, ça va tout péter. Hein? Tu dis, parce que toi, t'attends pas 3 mois. Parce que moi, j'attends pas 3 mois, j'ai des petits contacts. Puis j'ai fait le numéro et le monde n'a pas ri une fois. Puis à la fin, l'animateur dit c'était Charles Deschamps et il y a même pas eu un. Non. Ça l'a même pas applaudi. Oh my god. Mais tu sais, c'était que c'était pas la place pour ce numéro-là. Puis vu que t'as juste 5 minutes, je suis rentré direct dans le sujet. Là, je l'ai fait après ça dans des soirées du monde en région parce que je l'amenais plus tranquillement. Puis là, ça marche. Mais l'affaire qui me fait peur par rapport à tout ça, c'est que dans le politiquement correct, c'est que pour moi, l'art, tous les grands mouvements artistiques qui sont arrivés dans le monde, c'est tous des mouvements qui ont choqué. Que ça soit même en peinture, en théâtre. La peinture, ça a choqué au début. Ça a choqué, puis je pense que là, le monde a du fun à se choquer. Il y a comme une espèce de... Si tu te choques contre quelque chose, ça crée un sentiment d'appartenance avec les autres gens qui sont choqués, puis c'est dangereux pour l'art. Il y a des côtés positifs, par contre, parce que je pense que l'humour, il faut que ça évolue aussi, puis il y a des jokes qu'on se disait il y a 15-20 ans qu'il faut plus que ça se dise. Je trouve que le côté que le monde se choque facilement, ça fait avancer l'art plus vite. Mais il faut qu'on naisse le droit de choquer, puis la possibilité de choquer. Puis si le monde rit pas, on va arrêter de faire ces jokes-là. Pour moi, il est là le barème. Si le monde rit, ça marche. Puis je pense qu'il faut pas être... Je dis souvent que l'artiste, c'est un miroir de la société. Fait il y a des humoristes épais, puis il va toujours en avoir. On n'est pas tous des gars qui ont des bacs en philo, puis il y en a beaucoup d'épais. Puis des fois, ils disent des affaires qu'ils se disent pas. Mais si le public rit, c'est que c'est peut-être malheureusement un miroir de la société puis que le monde pense encore ça. Puis... Est-ce que le débat aussi, avec ça, avec ce qui se passe avec Mark Ward, apporte le jugement à un autre niveau, dans le sens que, tu sais, au début, la première fois que... Je vais vraiment dire de quoi, là, mais c'est la première fois que ma tante a entendu le numéro puis qu'elle a été frustrée, ben elle a juste vu le numéro, elle a juste entendu le gag ou elle a entendu le lecteur de nouvelles qui a dit Mike Ward a ri d'un handicapé. Peut-être juste la ligne aussi. Là. Exactement. Pas le préambule, la joke, juste la ligne. Le préambule est tellement clair, le numéro est tellement clair. Mais la plupart des gens qui ont bâché n'ont pas vu le numéro, selon moi. Puis après ça, elle réécoute. Elle entend Mike Ward en entrevue, elle entend des gens parler là-dessus, elle entend notre podcast qui parle de ça, puis elle fait dans le fond, est-ce que tu penses qu'à force d'en parler, ça peut faire évoluer le débat, ça peut faire évoluer l'idée? Parce que moi, je suis pas contre qu'on dise de rire de tout, mais je pense que le contexte est super important, tu sais. Tu sais, comme nous autres, on a, avec 2 autres gars, est-ce que vous connaissez le dictionnaire des vedettes? Ouais. C'est moi et 2 autres gars. Ouais. Puis nous autres, on s'est dit qu'on faisait pas de mineurs. C'est une des règles qu'on s'est données de ne pas bâcher de mineurs. C'était fou, ce stunt-là, hein? Juste faire la parenthèse, l'as-tu vu ce stunt-là aller? Moi, je suis ça avec ma blonde, là, je compte ma propre histoire, là, je suis avec ma blonde, puis on check ça, puis à un moment donné, ça commence à popper, on s'abonne au compte Instagram. Et là, avec ma blonde, on se partage, puis on se dit, c'est mourant comment c'est drôle, ce compte Instagram-là. Et là, ça commence. Qui est derrière ça? Et là, dans tous les parties que j'ai, je pense que c'est pas cet été qui vient de passer, l'autre d'avant, c'était le sujet de discussion. Là. Moi, je suis sûr que c'est lui. Puis je peux te garantir une chose, ton nom n'est jamais sorti dans mes conversations. Personne n'a jamais pensé que c'était moi. Personne n'a pensé que c'était toi. Beaucoup de monde pensait que c'était Arnaud Soli, beaucoup de monde pensait que... Oui, puis quand tu y repenses, ça a crissement du sens que ça soit toi. T'es le gars punché en rose, t'aimes ça de rire d'un peu tout, de rire de tout le monde. Puis quand j'ai vu ton nom sortir, puis je pense que vous avez sorti votre nom parce que vous avez sorti un livre. Ouais. Puis avec qui t'as écrit ça déjà? C'était ça? Jean-Alex Durand, qui est l'auteur à Rosalie, puis qui travaille sur plein d'autres projets. C'est ça. Puis Antoine Desjardins, qui est l'autre des Grandes Crues, puis qui travaille aussi sur mille autres projets. Exact. Puis quand j'ai vu que c'était vous autres, j'ai fait « Ah, c'est que ça a du sens, man. » Puis est-ce que vous continuez d'en écrire aussi? On dirait que j'en vois moins passer. Dans les règles qu'on s'est données, c'est pas de mineurs, puis on voulait pas faire... tu sais, je pense qu'en humour, on peut rire de tout, mais faut pas s'acharner sur... Ouais. Des fois, je pense que c'est là la différence de...
Une joke sur Guy Nantel, c'est correct. Faire 15 minutes sur Guy Nantel, à un moment donné, tu t'achantes sur quelqu'un, puis là, ça devient méchant, c'est plus de l'humour. Puis nous autres, puis là, à un moment donné, je pense, on a 1000 vedettes de fête, là. Il en reste plus tant. Vous êtes à 1000? On a 1000 posts, je pense, Wow. sur 900. Fait que, tu sais, on n'a plus tant de vedettes à puncher. Fait que là, on poste une fois par semaine. Avant, c'était 2 par jour. Parce que t'avais du stock. On avait du stock, là. Ben, tu passes l'annuaire, là. Tu sors un annuaire l'UDA, Ouais. t'es comme, let's go, on fait le tour. Puis là, vous avez écrit un livre. Ouais, on a sorti le livre l'année passée qui Avec est tous best-seller. vos belges, genre. Ça a sorti best-seller? C'est ça, best-seller, on doit vendre 5000 copies. C'est 500, c'est ça, je m'en ai dit. C'est 5000 pour être best-seller. C'est insane. C'est fou. C'est pareil. vraiment cool, là. Shout-out à mon père qui m'a dit j'ai écouté ton pilote, puis tu dis tout le temps le mot insane. Je viens de leur dire, puis j'ai pensé à mon père. C'est un mot anglais. Il m'a dit. C'est ça que ça parle les jeunes à cette heure. Ouais, exactement. Deux petites dernières questions pour toi. Le meilleur number que toi t'as fait à vie, selon toi, Numéro sur mon père. ça parlait de quoi ce numéro-là? C'est le numéro que j'ai fait en demi-finale du prochain stand-up. Ça raconte quand c'est passé, quand j'ai trouvé le cadavre de mon père à terre quand il est décédé. Puis, moi, je suis un gros fan d'humour noir, d'humour dark. Puis, je voulais... Quand j'ai vécu ça, c'est quelque chose qui est vraiment élevé à vivre. Puis, tu sais, il y a bien du monde qui meurt, fait que je suis pas tout seul à vivre ce style d'affaires-là dans la vie. Fait que c'était de trouver une manière d'écrire ce numéro-là, parler de ça, mais j'avais pas envie de faire le numéro quétaine, parce que... Il y a une musique triste qui embarque. La musique triste qui embarque, puis mon papa, je l'aime. Fait que j'ai jamais parlé de la relation avec mon père dans le numéro. J'ai jamais dit que je l'aimais, j'ai jamais dit comme papa en haut, tu me manques. T'sais. C'est décrire la situation, les absurdités de la situation. Puis, tu sais, t'es à la télé, t'as le droit à 6 minutes. Fait que j'ai pas le temps de faire un préambule. Je suis rentré sur scène, puis ma première phrase, c'est mon père est mort. Puis là, le bon, puis il va nous faire rire avec ça, le tabarnak. Puis j'ai réussi. Mais est-ce que tu crois. Est-ce que ça se rode un numéro comme ça? C'est tough en crise à roder. Je l'ai rodé, là. Parce que tu peux pas aller roder ça à l'open mic et faire comme mon père Je l'ai est mort. j'ai pas le Tu choix. rodes ça avec ses frères et ses pas le sœurs. choix. Puis les premières fois que je l'ai rodé, ça a été malaisant. Puis là, j'ai trouvé des petits twists, puis comment trouver une petite joke plus simple au début. Parce que le monde fait comme, OK, il est en contrôle, on voit qu'il sait ce qu'il fait, ça va être drôle. Puis tu sais, c'est le numéro que, selon moi, je suis le plus fier dans ma carrière. Je l'avais déjà vu le numéro. Il était très bon. Je voulais que tu l'expliques aux gens parce que c'est un numéro qui m'a quand même touché parce que justement, il n'y avait pas de quétainerie, il n'y avait pas de flafla. C'était t'expliques une situation. Puis moi, j'ai toujours pensé, à toutes les fois qu'un humoriste commence à parler comme ça, je me dis, il va nous sortir un punchline à la fin que. Fait que finalement, mon père n'est pas mort, tu sais, ou un enfant même. Fait que finalement, c'était mon oncle. Tu sais, je voudrais dédier ce numéro-là à mon papa. Ouais, c'est ça, mais je pensais que tu allais punch out avec un gag. Non, je punch out en disant à ma blonde que je vais me suicider. Exact. Non! Puis il y a de logique derrière ça, puis ça marche. Ça part ta prochaine gag après, on va parler de mon suicide. Ouais, c'est ça, mais tu sais, moi, j'ai écouté ça, puis j'ai resté un peu froid, alors que ton but, c'était tu sais, t'es pas allé chercher des gros claps avec ça tout de suite, parce que le monde, j'imagine, sont restés... le monde était tendu, puis aussi, c'est que l'ambiance était dure, parce que c'était filmé en tant que COVID, fait que tout le monde était à 2 mètres, fait que c'est pas des conditions optimales pour le stand-up, là, mais ça rit, puis j'étais comme, OK, c'est fait. Puis là, en tant que COVID, y a-tu des shows qui vont se donner? Ouais, y a des shows là, il y a des shows en zone orange, dans des grandes salles à 2 mètres de distance, avec maximum 250. Là, on a recommencé au bordel, mais tu sais, le masque d'en face le long, on rentre 32 personnes au bordel. Ça avec se le fait 2 mètres. pareil, c'est cool Ça pareil. se fait, mais c'est pas... Pas moi, je suis un alcoolique, puis là, tu me donnes un baba au rhum, là. C'est ça, le feeling que j'ai. Je suis content, mais tu sais, ça fait juste rallumer le feeling de comme j'ai vraiment hâte que ça recommence pour de vrai. Sinon, des shows sur Zoom, là. C'est ça que je fais. Tu fan des shows sur Zoom? Hey, t'as déjà fait un Zoom? J'en fais souvent des shows Zoom pour le Rocket de l'avant. On fait des tournées d'école, mais sur Zoom, tu sais. C'est pas le même feeling. C'est pas le même feeling. Ça dépend, ça dépend. Mais ça dépend, c'est ça. T'sais, mais au moins, ce qui est cool, c'est que tu vois du monde à la maison qui rit, qui ont besoin de divertissement. Parce que là, tout le monde, on n'est plus capable d'écouter Netflix. On a besoin d'avoir des activités. Puis là, au moins, je vois qu'il y a du monde, ça leur fait du bien. Là. Fait que... Charles, merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir un peu éclairci sur le milieu de l'humour, sur ce qui se passe en ce moment, puis ta carrière de vedette en Chine. Je vais te voir à un moment donné faire 5 minutes à l'open mic. Oh my God. Tu t'attendras pas 3 mois, là. Je vais arranger. Ouais. OK. Défi. Cool. Je te fais un point par la vitre. Point par la vitre. OK, on se fait un défi. Je vais essayer ça, Max, mais tu m'aideras à écrire. On va écrire toutes tes jokes. Parfait. Ça va. Je vais rentrer en disant « Mon père est mort ». Ton père va être dans le hommage, ça va être ton numéro, mais je le refais au complet, on va voir si ça rit. Charles, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Allez suivre Charles Deschamps sur les réseaux sociaux. Suivez le compte Instagram de Dictionnaire Vedette Dictionnaire Québec. Vedette Québec. Achetez-vous des billets pour le Bordel Comedy Club. Y a-t-il d'autres choses à plugger?
Allez voir ses vidéos YouTube de BMX, c'est fucking drôle. Ouais, puis sinon, je commence à aller un peu sur TikTok, puis je m'étais parti un vlog sur l'humour avant la pandémie, puis je vais le repartir dès que les shows recommencent un peu, parce que je montrais les dessous de l'humour. Génial. Les vrais dessous ou comme les quand même, dessous des sales, affaires, les bobettes le fun, sales là. tracées, là, ou comme... Ouais, il y a du linge sale qui peut se laver en public. Là. Yes! Oh, on aime ça! Donc, à venir, merci beaucoup d'avoir été là. Fait plaisir, Ali. Alright, on se revoit la semaine prochaine. Merci, Sauce. Ça fait plaisir, mon gars. Merci, JP, à la console. Plaisir, mon gars. Je garde fermé. Et on se revoit la semaine prochaine dans un prochain Man Cave. Salut, bye bye. Merci, les gars.